Quelques années après la prestation de Sophie Tucker à Boston, le souci de plaire à un public sur scène devient secondaire. Non pas que les mœurs aient particulièrement évolué, mais la musique, l'humour et les récits se partagent désormais grâce à un nouveau média, la radio. Elle offre cet anonymat relatif qui permet de ne pas pouvoir juger quelqu'un seulement par la voix. Comme le montre le film Radio Days de Woody Allen, les familles s'installent près du poste radio dans le salon pour écouter leurs émissions préférées qui offrent de belles illusions. Dans les années qui suivent la crise de 1929, c'est plus qu'utile. En 1932, Jack Benny fait le grand saut du vaudeville à la radio. Contrairement à ses collègues qui suivent le même chemin, il n'adapte pas le média à son répertoire, mais s'adapte aux exigences de celui-ci. Auparavant, une troupe de vaudeville ou un humoriste pouvait écumer les salles de théâtre du pays pendant un an avec le même numéro chaque soir. Mais le public des ondes réclame du neuf chaque semaine. Les artistes recrutent donc de nouveaux auteurs affectés à cette tâche. La plupart sont maltraités et mal payés pour ce travail peu gratifiant. C'est ce qui différencie aussi Jack Benny des autres. Non seulement il respecte le travail de ses écrivains, mais il refuse de recevoir à son émission toute personne ayant la prétention d'avoir un caprice de star susceptible de perturber le script des auteurs. Groucho Marx en est une victime, déclarée persona non grata par Benny pour avoir refusé de suivre le déroulé de l'émission conçue par son équipe. Jack Benny maîtrise le rythme musical et humoristique, mais aussi les silences nécessaires, percevant ce qui amuse son public. Et il ne se gêne pas non plus pour se moquer des clichés racistes en vogue. Ainsi, il joue sur l'avarice prétendue des Juifs avec ses personnages. Il engage Eddie Anderson, un acteur noir, et les deux hommes dézinguent ensemble les clichés sur les ondes. Cela, malgré l'obligation en vigueur sur ce média d'être assez lisse. Et personne n'est à l'abri de remontrances au niveau de la censure. Par exemple, lorsque les auditeurs entendent l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, ils savent que surgissent le Lone Ranger et son cheval Silver. The Lone Ranger, l'émission qui recueille le plus de succès de tous les temps sur les ondes américaines, débute en 1933. Le Ranger est un chevalier des temps du western qui, avec l'aide de son fidèle compagnon indien Tonto, mène la lutte pour la justice et l'ordre. Les enfants ne vont pas au lit stressés par le suspense. D'ailleurs, aucune action ne se déroule dans une maison. Les Indiens attaquent, les troupeaux courent dans les prairies, un pont peut s'écrouler, mais aucun heurt ne se passe entre quatre murs. Le personnage ne fume pas et n'a aucune attirance pour le jeu. Même lorsqu'il tire, l'action n'est point dramatique. Bien sûr, le héros ne jure jamais. Quant aux méchants, ils sont relativement polis. Ils n'ont pas de surnom et changent souvent de prénom. Muggsy, Butch, Scar, Slim, Pete ou Lefty. Au lendemain d'un épisode relatant une attaque de Mexicains sur une ferme américaine, le consul du Mexique, en poste à Détroit, dépose une plainte officielle. Par la suite, chaque méchant fut soit américain, soit d'origine plurielle. Eddie Cantor, humoriste métamorphosé en vedette de la radio, devient la première victime de renom de la censure. Il est interdit d'antenne en 1939, ayant osé affirmer que Father Coughlin, une personnalité publique très connue et influente, est influencé par le régime nazi. Pendant un an, Cantor est engagé nulle part, jusqu'à l'intervention de Jack Benny auprès de l'agence Young & Rubicam, leur affirmant « Pourquoi Cantor devrait-il être puni pour avoir plus de courage que nous tous ?» Mais Jack Benny va encore plus loin. Il prend le risque de jouer dans To Be or Not To Be d'Ernest Lubitsch, filmé en 1941. L'effort de guerre américain, une fois le pays impliqué dans celle-ci, à Pearl Harbor, est sans précédent. Mais avant, il n'était pas question de trop offenser le Reich et de risquer de froisser les nombreux Américains d'origine allemande. De plus, un certain isolationnisme dominait, encouragé par les lendemains de crise de 1929 et la méfiance à l'égard du vieux continent dont chaque génération semblait vouée à aller au front. Néanmoins, Lubitsch, Chaplin, Jack Warner et quelques autres auront cette audace de ne pas attendre Pearl Harbor. Même les Three Stooges, une troupe très populaire qui, dans le film You Nasty Spy, se moque sur grand écran du petit dictateur et influencera un certain Mel Brooks lorsqu'il réalisera Les Producteurs.